Zeus, Hermès et les corbeaux. Il était temps de dire à tous mes lecteurs, ou plutôt mes auditeurs, que la saison du grand changement hivernal allait enfin commencer. Pour débuter, il faut que je vous dise que je suis assez en peine lorsque la nuit ne m'apporte que soucis et si peu de vérité, non pas onirique, mais bien concrète en retour. Tu vas devoir te réveiller maintenant de ce rêve sans fin, ma chère comtesse. Siffler ce matin la lune, ou je ne sais quel drôle d'oiseau, dans ma tête de pauvre femme, à peine réveillée par le cri d'alerte du chien, dont la vessie ne souffrait même pas que j'enfile un pull pour me permettre de le sortir, sans attraper un rhume ou une toux de quelque sorte que ce soit. Alors voilà, je décidai de vous raconter cette drôle d'histoire qui m'a tenu éveillée une bonne partie de la nuit, sans bien savoir ce que me voulait cette vision d'un dieu soufflant la colère à travers une nuée d'oiseaux sans le sou également, pour maintenant venir me donner le change en me tirant les oreilles par la petite lorgnette d'une colère que je ne veux plus vivre ni aujourd'hui et ni plus demain. La colère est le dieu des vents de la fourberie, en prime, venait m'annoncer que je ne devais plus me mettre en quatre pour plier aux exigences du monde des irréalités actuelles. Alors voilà, mon petit conte du jour. Il était une fois une grande colline, ou plutôt une montagne sans fin, ni âmes essentielles pour la faire vivre au beau milieu de ce drôle d'univers, sans fin non plus, car de plus en plus exigeant avec ses habitants, qu'ils soient dieux, anges, archanges, voire humains. Il fallait maintenant activer l'éclair de la colère ultime, celui qui allait déclencher les plus terribles représailles pour ceux qui n'aimaient pas me voir ainsi, en train de décrocher la lune pour mieux la montrer à tout le monde. Mais qui osait ainsi s'interposer entre la comtesse et ses contes de bonne volonté? Un magicien, une sorcière pas maline, ou encore une sorte de politicien véreux? En fait, aucun des trois. C'est la Providence qui me disait de ne plus me fier à mes mauvaises intuitions, mais de garder les bonnes en mémoire. Et ce soir-là, j'étais gâtée. En fermant mes yeux, une lumière magique semblait me dire de les garder ouverts. Mais ils n'étaient ni ouverts et ni fermés, juste sidérés par ce qu'ils étaient en train de voir, là, au beau milieu du matin et de la nuit, entre deux mondes qui normalement ne devraient pas se rencontrer. Enfin, dans la littérature enfantine d'une comtesse comme la nôtre. Ainsi, cette lueur étrange se trouve à être Zeus. Oui, le dieu aux 1001 éclairs sans savoir lequel utiliser pour faire marche avant la plupart du temps. Mais là, il était plus que déterminé à me montrer son bel éclair, puissant comme jamais, qui devait, a priori, me donner le top départ de quelque chose de bien intéressant. Mais quoi? Alors là, tenez-vous bien. À peine fini de lancer son éclair éblouissant, alors même que mes yeux étaient fermés, il me le fit parvenir en plein milieu de mon troisième œil, a priori, le seul qui n'était pas ébloui par la lumière. Je le saurai pour la prochaine fois que je roule de nuit. J'ouvrirai mon troisième œil lorsque le chauffard d'en face m'aura ébloui avec son phare trop, voire pas réglé du tout. Enfin bref, le seul œil valide qui me restait me montra un bel homme en pleine vitesse. Il déboulait de nulle part, comme envoyé par la main électrique du dieu des foudres que voici maintenant transformé en gardien de la lune, a priori, puisqu'il apparaît lorsque je veux la montrer à tout le monde. Encore une fois, je n'y comprenais pas plus que vous sur cette drôle d'apparition éclairée, non pas du lampadaire du côté de la rue, mais de mon fort intérieur.
Voilà donc que ce jeune homme aux mille et une bouclettes ondulées, celui-là, me mit de fesses pour sourire comme jamais d'un de ses rictus narquois. Du genre « J'arrive, méfiez-vous, ça va voler dans les urnes et les plantations du mauvais paysan. » Il faut dire que le gaillard avait 2 sortes d'ailes qui sortaient de chaque côté de sa tête. Et je parle pas de celles qui motorisaient ses pieds, énormes, genre la langue d'une girafe, proportionnellement à la bouche du pangolin qui nous harcelait depuis si longtemps, lui et moi, a priori. Il était pas seul. Des dizaines de milliers d'oiseaux l'accompagnaient, me donnant la trouille de ma vie. J'ai jamais pu retravailler sur le trauma du film d'Hitchcock, du même nom. Du coup, je fis mine de me baisser. Quand je revis le jeune bouclé ondulé me terrifiait encore plus, en mettant toute sa fougue dans un fouet qui semblait diriger je ne sais quel char d'assaut, prêt à déverser toute sa haine de l'humanité sur terre. Fallait-il y comprendre quelque chose à tout cela ? Je ne sais pas, à vrai dire. Mais ce matin, les fameux oiseaux m'ont soufflé une autre histoire, du genre plus calme et moins rébarbative qu'une horde de corbeaux dirigés par un dieu sauvage et sans idée a priori de l'énergie qu'il dégage. Voici ce que l'oiseau, une corneille, un peu plus sympa que le dit corbeau, m'annonça. Zeus est en colère. Il envoie Hermès pour se venger de l'humanité. Mais pas simplement en guenille. Il va venir avec sa cape dorée, celle que tous les humains veulent lui piquer. Et là, il est en colère, car il ne sait plus comment la garder en sécurité sur son dos ou sur sa camisole de fou lorsqu'il feint de ne rien comprendre à la vie sur terre. « Crois-moi, il sait tout », insista la bestiole. Il sait tout, surtout. Et surtout, comment se débarrasser des camisoles d'une humanité bien trop folle de sa toison dorée, à son goût. C'est pourquoi Zeus lui donna une idée, un pouvoir nouveau, a priori. Celui de pouvoir déverser sa colère sur le magasin de vêtements et de l'habillage du plus modeste d'entre les humains, celui qui ne sait pas que la toison n'est rien si le corps n'est plus en mesure de la porter. Ainsi, notre cher Hermès va maintenant s'attaquer à la grande folie du corps humain pour mieux le recalibrer au port de la toison. Ce qui ne veut pas dire qu'il la donnera à n'importe qui à la fin, mais pour cela, nous avons encore un peu le temps. Hermès déposa son fauteuil en laine de mouton sur le sol de la terre-mère, sa grand-mère en réalité. Une femme bien étrange, dont l'aide à son petit-fils risque de nous paraître quelque peu exagérée. Mais bon, tenons patience. Gaïa, sa grand-mère donc, lui donna le caducée de la virginité d'une terre nouvelle, pour lui rendre son travail plus plaisant et moins contraignant, afin de ne pas devoir remuer ciel et terre pour trouver celui qu'il fallait recalibrer. Et ils étaient plus que nombreux, les candidats au recalibrage du corps, pour mieux pouvoir porter la nouvelle toison, destinée à celui qui arriverait le mieux à comprendre et entendre les paroles de notre cher voyageur du temps et de la nuit. Ce que les gens, souvent, ne savent pas, c'est qu'Hermès n'est pas un sac à main comme les autres. Il regorge ce qu'il faut d'ingéniosité pour en sortir toujours la bonne pièce à donner, soit au voleur d'âme ou soit au bon marchand de vérité sur terre. C'est pour cela que les autres dieux s'en méfient. Il a toujours le bon tournevis pour déjouer les pièges du sacripant, qu'il soit céleste ou humain, peu importe. Méfiez-vous du dieu de l'imposture, car n'importe quelle carte routière peut lui rendre la vie encore plus aisée, du moment où il la tient dans ses mains pour montrer la direction à celui qui lui parle de sa volonté de retrouver cette fameuse toison d'or qu'il porte depuis peu, car indigne de la donner à qui que ce soit, qui ne serait pas lui, ou quelqu'un comme lui. Il fallait peser, méditer,
jauger et calibrer chaque humain pour voir lequel serait digne de cette toison d'or. Mais comment procéder? Et c'est là que Zeus lui donna les pleins pouvoirs et sa garnison de corbeaux pour le guider vers demain. Il allait maintenant falloir chercher les braves âmes prêtes à se sacrifier pour revenir à la vie et se porter candidat à la toison d'or. Et c'est là que Gaïa allait enfin parvenir à l'aider. Elle lui proposa de venir s'installer sur une de ses terres, bien à l'abri encore du malandrin de première zone, pour attirer le premier passant dans son antre de guérison magique. Mais là, les candidats devenaient on ne peut plus rares, voire même invisibles, et Hermès se demandait bien pourquoi son père, l'intraitable Zeus, ne faisait rien pour l'aider. Bien tout simplement parce qu'il cherchait à le joindre. Ce qu'il put enfin faire l'autre jour, lors d'une méditation entre la poire et le fromage d'une journée de festivités décadente, pour les puristes, mais bien menée pour les aguerris à la parole céleste. Une autre histoire, un autre jour peut-être. Mais là, revenons à notre dieu de la fourberie, dont la fourberie manquait de matière pour le moment. Il fallait donc marcher vers le manant en perte de vitesse, et surtout de sens sur terre. Alors, Hermès mit sa tenue de randonneur, ou plutôt de malfrat de la route en véhicule électrique, bien évidemment, car chargé de la foudre de son bien-aimé père universel, que fut et restera Zeus. Vous voyez, le côté électrique de la situation et mon éblouissement soudain à la vue de toute cette électricité dans l'air et dans les rouages de la machine, non pas hollywoodienne, mais bien olympienne, lorsque Zeus et Hermès se mettent à envoyer la foudre de partout. Alors, quel message voulut-il donc bien me faire passer à moi, pauvre comtesse de rien du tout, entre la foudre et la fougue du père et du fils? Peut-être de me mettre sur le côté pour le laisser passer. Hermès, avec son chariot de feu, et de mille et une plumes toutes noires à force d'être grillées par le feu céleste. En réalité, il ne s'agissait pas de corbeaux, mais d'anges, dont la notoriété d'Hermès les avait fait graviter autour de son chariot de feu. Celui qui maintenant allait conquérir le monde chauffé à blanc par une vision de folie, en cette nuit où même le chien ne parvenait plus à dormir, à force de prendre des coups de jus de mon nouveau pyjama en velours. Quel dilemme que de vous raconter cette histoire, car Hermès a tendance à rester dans le noir pour surgir là où on l'attend le moins. Mais là, son char va démarrer en trombe pour rejoindre la plaine jonchée de corps inaptes à sa toison, pour maintenant les ramasser les uns après les autres, pour les remettre au diapason de l'univers, comme désiré par son père, et sa grand-mère en l'occurrence. Cette dernière ayant déjà prévu de l'employer à la révision du marché de la fraude électorale, en matière de médecins du renouveau, qui, tout comme Hermès, vont devoir se frotter à la colère du dieu de la foudre pour pouvoir réanimer ce qu'il reste de bonnes âmes à réanimer sur terre. Ainsi, Hermès va maintenant franchir le Rubicon à l'envers pour mener la quête de la toison d'or, la sienne, celle qui lui permettra de retrouver honneur et dignité auprès de son âme véritable, qu'est la guérison du malheur de l'homme sur terre. Celui qui ne sait jamais si être une femme ou un homme portera préjudice à sa vie d'incarné. Et pour cela, le dieu de la fourberie, du haut de sa malice, a décidé de se réincarner en quoi? Ben là, faut pas pousser. Va falloir le découvrir par vous-même, car il arrive, en bonne et due forme en ce mois bien précis où le carnaval va faire tomber les masques de l'avenir pour beaucoup de monde en perspective. C'est ainsi que la Corneille acheva son discours, me prévenant de bien me mettre en retrait pour laisser toute la place à Hermès et ses 1001 corneilles de bonne aventure. Souvent des anges ou des dieux de l'Olympe, dont la voilure se brûle quelque peu à la vigueur du tonnerre et de la foudre du divin Zeus, qui le propulsera toujours jusqu'à l'infini et plus loin encore, s'il le faut. Du coup, moi,
je me pousse. Je continue de faire ce que l'univers me demande, en vous contant mes histoires de bonne fortune et de bonne chance, évidemment, pour vous retrouver la semaine prochaine sur le bateau qui m'attend depuis si longtemps, paraît-il. Il est vrai que je ne comprends pas toujours tout au devenir de l'humanité. Mais là, si mes rêves commencent à me donner des coups de foudre, pour mieux les supporter en instances révélatrices, il va falloir que j'augmente ma dose journalière de compote de pommes. Je vous le dis, moi, rien de mieux qu'une pomme pour commencer à voir la vie en rose ou en blanc, à voir le chemin emprunté pour cela. Bref, rose pour les amours du nouveau jour, et blanc pour les aventuriers du regard nouveau sur terre. Allez, à la semaine prochaine, chers amis. Et en attendant, faites de beaux rêves. Un peu moins électriques que les miens, mais plein de bonnes choses en substance, quand même.